Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice statique qui met en jeu le phénomène de frottement exponentiel. C'est un type d'exercice qui pose souvent difficulté aux étudiants parce qu'il a un côté assez abstrait avec cette notion de brin mou, de brin tendu, d'effort tangent. Dans cette vidéo, on va essayer de dégrossir tout ça pour rendre les choses le plus limpides possible. Et vous verrez en fin de compte que le frottement exponentiel, mettre en équation le phénomène de frottement exponentiel, n'est pas si compliqué que ça lorsque on l'a vu quelques fois et qu'on s'est entraîné à bien résoudre ce type d'exercice. Encore une fois, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo et à activer la cloche. Du nouveau contenu arrive chaque semaine, donc restez bien à jour pour pouvoir devenir une grosse machine de l'ASI. On va illustrer par un exemple ce phénomène de frottement exponentiel. Si vous avez déjà pratiqué l'escalade, vous connaissez l'importance de l'assurage pour la sécurité du grimpeur. En fait, lorsqu'on grimpe en voie, l'assureur joue un rôle crucial en bloquant la corde en cas de chute. Et comment fonctionne précisément ce système d'assurage ? Il faut imaginer une corde enroulée autour d'une pièce métallique. L'assureur tient la partie inférieure de cette corde. Si la corde n'est pas correctement positionnée dans le système d'assurage, l'assureur devrait fournir un effort considérable pour éviter que le grimpeur ne tombe. Heureusement, ce système permet de réduire l'effort produit par l'assureur. Lors d'une chute, la corde est soumise à deux forces, une force F1 sur sa partie supérieure et une force F2 sur sa partie inférieure. Sur la partie supérieure, la force F1 correspond à la force produite par le grimpeur s'il chute. Et la force F2 correspond à la force exercée par l'assureur. Grâce au système d'assurage, la force F2 est inférieure à la force F1, ce qui rend l'effort supportable pour l'assureur. Ce phénomène est rendu possible par le frottement exponentiel. Un autre exemple d'application se trouve dans la navigation à voile, avec les winches. Lorsque vous naviguez, vous devez souvent tirer ou relâcher des cordes pour ajuster les voiles. Cependant, tirer sur une corde attachée à la voile nécessiterait un effort considérable pour éviter qu'elle ne glisse des mains. La solution réside dans l'utilisation des winches qui permettent de réduire l'effort nécessaire en enroulant la corde plusieurs fois autour du winch. Entrons maintenant un peu plus en détail pour mettre en pratique les grands éléments liés au frottement exponentiel. Si l'on enroule une corde autour d'une poulie qui est en liaison pivot avec un bâti, d'un côté on y attache un poids et de l'autre une personne la tient. Dans ce cas, si l'on fait un rapide calcul de statique, alors l'effort de notre bonhomme sera égal au poids. Maintenant, prenons toujours la même corde, mais cette fois-ci on l'attache plus autour d'une poulie, mais simplement autour d'un cylindre sur lequel il y a un effort de frottement. Dans ce cas, on aura l'effort F1 qui ne sera plus égal à l'effort F2. En fait, tout le but de notre démonstration est d'établir le lien entre l'effort F1 et F2. Dans notre cas, le lien entre F1 et F2 dépendra de l'angle d'enroulement. L'angle d'enroulement correspond à l'angle selon lequel la corde adhère avec la partie cylindrique. Maintenant qu'on a compris comment se caractérise le frottement exponentiel, faisons un schéma pour mettre ce phénomène en équation. On fera un schéma global et local. On commence par représenter la corde qui s'enroule autour du cylindre avec l'effort F1 et F2. Ensuite, on place un repère cartésien et on peut représenter l'angle d'enroulement. Maintenant que c'est fait, on utilisera un petit bout de corde dont le centre est le point M. On placera un repère polaire dirigé par l'angle θ qu'a notre point M par rapport au repère cartésien. Maintenant, intéressons-nous au modèle local. On va commencer par zoomer sur ce petit bout de corde, qui est à la position angulaire θ. On place notre repère polaire ER-Eθ et on peut représenter l'angle dθ, que forment les deux extrémités de notre petit bout de corde. Ensuite, notre bout de corde est soumis à un effort normal de la part du cylindre et un effort tangentiel lié aux efforts de frottement. La direction de l'effort tangent dépend de quel effort F1 ou F2 est le plus grand. Ensuite, notre bout de corde est soumis à deux efforts. L'un de la partie supérieure de la corde, qui est l'effort Fθ plus dθ sur 2, et l'autre qui représente l'effort de la partie inférieure, qui est l'effort Fθ moins dθ sur 2. Alors, on remarquera que l'angle dθ est divisé par 2 parce qu'il correspond à l'angle par rapport à l'axe de tangence au cylindre et non à dθ. On va pouvoir isoler notre petit bout de corde et effectuer un bilan des actions mécaniques extérieures. Dans notre cas, comme on a un
petit bout de corde, on va négliger le poids. Et on a évidemment l'effort normal que notre cylindre applique sur la corde. On a ensuite l'effort tangent T. Puis, en fait, on a juste à lire le schéma. On a l'effort ensuite F de θ plus dθ sur 2. Puis on a l'effort F de θ moins dθ sur 2. Maintenant qu'on connaît toutes les actions mécaniques extérieures qui sont appliquées à notre petit bout de corde, on peut appliquer un principe fondamental de la statique sur notre système bout de corde. En l'occurrence ici on va projeter dans notre repère polaire, c'est-à-dire on va projeter suivant ER et suivant Eθ. Dans notre cas, lorsqu'on projettera suivant ER, on va obtenir une première équation. Projeté suivant ER, on a du n, donc cette fois-ci c'est la norme de n, plus la norme de notre effort Fθ plus dθ sur 2. Et ici, donc en fait on va projeter la force Fθ plus dθ sur 2, et lorsqu'on projette suivant ER, on va avoir une première expression, il y a une erreur de signe, c'est moins la norme de Fθ plus dθ sur 2, multiplié par le sinus de dθ sur 2. Ensuite, on va projeter sur l'axe ER notre force Fθ moins dθ sur 2. Et dans notre cas, ça nous fera la norme de F de θ moins dθ sur 2, multiplié par le sinus dθ sur 2. Et toute cette équation est égale à 0. Ensuite, lorsqu'on projette nos forces suivant l'axe Eθ, on va avoir la norme de T, plus la norme de F de θ plus dθ sur 2, cette fois-ci multiplié par le cosinus dθ sur 2, et ensuite on va avoir du moins la norme de F de θ moins dθ sur 2, donc cette fois-ci on va projeter la force Fθ moins dθ sur 2 suivant Eθ, encore une fois multiplié par le cosinus de dθ sur 2. Et toute cette équation est égale à 0. En l'occurrence ici, on a une première petite hypothèse qui nous dit que le sinus de dθ sur 2 est environ égal à dθ sur 2, puisque dθ est petit. On a une sorte de développement limité, ou plutôt d'équivalent. Et ensuite, on a le cosinus de dθ sur 2, qui est environ égal à 1. Et si on injecte dans notre expression, on va avoir notre première équation qui va se transformer en n moins la norme de f de θ plus dθ sur 2 multiplié par dθ sur 2 moins la norme de f de θ moins dθ sur 2 multiplié par dθ sur 2, et tout ça c'est égal à 0. Et ensuite, suivant le θ, on va avoir du t plus la norme de f de θ plus dθ sur 2, cette fois-ci multiplié par 1, moins la norme de f de θ moins dθ sur 2. Et toute cette équation est égale, toute cette partie est égale à 0. Maintenant que c'est fait, on a une seconde hypothèse. On peut faire une sorte de développement limité pour transformer notre norme f de θ plus dθ sur 2 en f de θ plus df sur 2. En l'occurrence, f de θ c'est une norme. Et on a la même chose pour la norme f de θ moins dθ sur 2, qui sera égale à f de θ moins df sur 2. Et ensuite, on a une dernière hypothèse. Si on se place à la limite de glissement, donc juste avant qu'il n'y ait plus adhérence, la norme t est égale à f fois la norme n, où f est égal à tangente phi. On peut donc injecter dans notre équation de projection suivant Eθ. On va donc avoir du Fn
plus f de θ plus df sur 2 moins fθ moins df sur 2 qui est égal à 0. Et là en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc avoir du fn plus fθ moins fθ, donc ça va s'annuler, plus df qui est égal à 0. Ainsi, n est égal à moins df sur f. On obtient ici notre premier résultat important pour la résolution de notre problème. Maintenant qu'on s'est intéressé à l'équation de projection suivant Uθ, on va s'intéresser à l'équation de projection suivant ER. On injecte donc notre expression de n. On va donc avoir du moins df sur n, moins ici on va donc avoir du f de θ plus df sur 2 multiplié par dθ sur 2, moins f de θ moins df sur 2 multiplié par dθ sur 2 qui est égal à 0. Lorsqu'on développera, on va donc avoir du moins f de θ dθ sur 2 moins f de θ dθ sur 2 de notre autre partie de l'expression plus moins df sur 2 dθ sur 2 plus df sur 2 dθ sur 2. Ici, évidemment, ces deux expressions se simplifient. Et donc, on a du moins df sur f moins f de θ dθ qui est égal à 0. Ainsi, on obtient que df sur f plus f de θ dθ est égal à 0. On obtient notre seconde expression de notre équation de projection suivant ER, qu'on va exploiter ensuite pour trouver le lien entre f1 et f2. Il ne nous reste plus qu'à transformer cette équation en équation différentielle pour pouvoir résoudre notre problème. On va diviser par dθ et on va multiplier par le petit f. Ça va nous faire du df sur dθ plus fθ fois f qui est égal à 0. Et dans notre cas, ici, on a donc une équation différentielle du premier ordre homogène. Et donc, notre effort f de θ sera égal à a exponentielle moins fθ. On a ensuite deux conditions limites. La première qui est que f de 0 est égal à f2. Et la deuxième qui est que f de alpha, la force au bout de l'angle d'enroulement, est égale à f1. Et dans notre cas, on en déduit que a est égal à f2. Et on en déduit aussi que f1 est égal à f2 exponentielle moins f alpha. Et là on est super content parce qu'on arrive enfin à en déduire le lien. On a donc du f1 sur f2 qui est égal à exponentielle de moins f alpha. À la limite de glissement, le rapport f1 sur f2 est égal à exponentielle de moins f alpha. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est à la limite de glissement, c'est le rapport limite avant que la corde commence à glisser. En fait, il faut que notre effort tangent soit supérieur ou égal à f fois n, avec f qui est égal à tangente phi. Et dans notre cas, si on cherche la condition d'adhérence pour que la corde ne glisse pas, il faudrait donc que f1 sur f2 soit supérieur ou égal à exponentielle de moins f alpha. On remarquera d'ailleurs que pour un effort f2 donné, à la limite de glissement, plus on enroule la corde, c'est-à-dire plus l'angle d'enroulement est grand, et plus l'effort f1 pourra être petit. J'en profite pour faire une petite parenthèse, parce qu'il y a souvent une difficulté qui est de déterminer dans quel sens se produit l'effort tangent. En fait, ça dépend de la norme. Si on place un effort f1 et un effort f2, avec notre corde qui est enroulée, ça dépend de quelle norme f1 ou f2 est plus grande. En d'autres termes, quel est le brin mou, quel est le brin tendu. Si par exemple la norme de f1 est supérieure à la norme de f2, dans notre cas,
si on se place du point de vue de la corde, notre cylindre va s'opposer au glissement de la corde. Donc, l'effort tangent sera dans cette direction. A l'inverse, si maintenant notre effort F1 est plus petit que notre effort F2, ou en d'autres termes, notre effort F2 est plus grand, encore une fois, le cylindre s'opposera au glissement, et donc la direction de l'effort tangent sera comme ceci. Et en l'occurrence, ici, on aura le brin tendu ici, puisque c'est le brin avec la force la plus grande, et le brin mou ici. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de SI que je vais mettre sur la chaîne. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui passent leur concours, je vous souhaite bonne chance.